Débat du dimanche, mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro qui sera consacré au 33e sommet de l'Union africaine autour du thème « Faire taire les armes ». La Guinée, il en sera également question au cours de cette émission avec les législatives du 1er mars couplées avec le référendum et le Mali avec le retour de l'armée à Kidal. On annonce ce 10 février, ce lundi, le Mali toujours avec cette recrudescence de l'insécurité avec des assassinats ciblés. Et si le temps nous le permet, nous allons aborder les grandes manœuvres en vue des législatives du 29 mars. Des questions qui seront abordées par nos invités, M. Chekmar Konaré, avocat, Alexis Kalambiri, directeur de publication de Mali Tribune, Dr Anasser Agrissa, expertique et gouvernance, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Ouverture à Addis Abeba du 33e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, faire taire les armes, est le thème sur lequel penchent les dirigeants du continent. Dr Agrissa, faire taire les armes. On avait dit la même chose en 2013, mais 7 ans après, on est quasiment au même niveau. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de, je dirais, d'approche globale au niveau de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des choses se décident, on se rend compte quelques années après que c'est comme si on n'avait rien fait. Voilà, donc faire taire les armes, c'est une problématique qui est très importante. C'est vraiment très important, mais malgré tout, vous allez voir, comme vous avez dit, il y a 7 ans, c'était comme ça, et actuellement, on est toujours au même point. Il est temps que tous les États se prennent la main dans la main et qu'on ait quelque chose qui sorte de l'Union africaine pour que les armes puissent effectivement se taire. Mais ça ne peut pas être une approche pays par pays. Il faut vraiment qu'il y ait une approche globale au niveau de l'Union africaine pour qu'on puisse faire taire globalement ces armes. Oui, Alexis Kalambiri, est-ce que l'organisation actuelle de l'UA, son mode de fonctionnement, de financement, lui permet de pouvoir faire taire les armes? Non, non, pas du tout. Pour paraphraser l'autre, l'Union africaine est vraiment un gros machin qui est difficile à faire bouger. Même une décision prise, ce qui est difficile à leur niveau, mettra 10 ans à être mise en œuvre. Déjà, il n'y a pas de prémisse, permettant de dire que l'Union africaine est dans cette dynamique. Vous voyez, ne serait-ce qu'individuellement, ce qu'on avait jusque-là, pour ne prendre que notre cas au niveau du G5 Sahel, tout ce qu'on a eu, Kagame a donné $1 million. Il n'est pas le pays le plus riche de l'Afrique. Mais en dehors de lui, personne d'autre n'a rien donné. Ça montre déjà le degré d'engagement des uns et des autres. Je pense qu'à ce niveau, ça va être difficile que l'Union africaine arrive à quelque chose. Un vœu pieux, maître, ou comment traduire ce rêve-là en réalité, pouvoir faire taire les armes? C'est plus qu'un vœu pieux. Est-ce que vous pouvez me citer un seul dossier réglé par l'Union africaine depuis qu'elle existe? Il n'y en a pas. L'Union africaine, c'est des kermesses, des protocoles, la fanfare, et puis prendre le thé à Addis Abeba. C'est tout. L'Union africaine ne règle jamais rien. Et le dossier de Libye échappe largement au contrôle de l'Union africaine. Cette dernière n'a pas pu empêcher l'assassinat, la mort de Kadhafi. Elle n'a pas pu empêcher l'invasion de la Libye par les troupes européennes et de l'OTAN. Et aujourd'hui, c'est un gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU qui est combattu en douce par les grandes puissances, lesquelles s'allient au maréchal Haftar qui veut réunifier le pays. Et aujourd'hui, c'est la Turquie qui, sentant la bonne viande, s'approche des côtes libyennes et passe un accord avec le gouvernement d'union nationale contre le maréchal Haftar. Bref, la Libye est devenue un grand éléphant qu'on a abattu et chacun accourt avec ses fourchettes et ses cuillères pour se servir. Ce n'est pas l'Union africaine qui peut mettre fin
à ce festin, ou à ce futur festin. C'est plutôt les grandes puissances qui ont la décision et elles ne sont pas du tout prêtes à faire en sorte que la paix revienne en Libye. Oui, c'est un slogan creux, c'est un slogan, j'allais dire vague, mais en fait c'est un slogan creux. Faites taire les armes. Vous avez une localité en Libye qui s'appelle Tajoura, c'est à la frontière avec la Tunisie. Il n'y a pas longtemps, un camp de migrants a été bombardé, vous avez des morts, vous avez des disparus, voilà des cas concrets. C'est la bonne gouvernance qui va régler le problème. C'est la bonne gouvernance qui va faire taire les armes. Mais dire on va faire taire les armes, c'est un slogan tout à fait creux. Si la Libye n'avait pas de pétrole, probablement que nous n'aurions pas les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu une réunion très importante sur la Libye qui s'est tenue il n'y a pas longtemps, c'était en Grande-Bretagne. En Allemagne, pardon, plutôt. Et c'est là où les choses se sont décidées. Alors vous avez une réunion des riches sur la Libye, et là vous avez une réunion des pauvres sur la Libye. Donc ça ne sert strictement, de mon point de vue, à rien. Oui, justement, par rapport à cette question de la Libye qui est vraiment emblématique, l'Union africaine a constitué une commission ad hoc pour la question de la Libye, qui n'a jamais pu faire quelque chose. Mais vous avez vu, je crois qu'il y a eu l'Allemagne, avant l'Allemagne, il y a eu l'Union européenne, il y a eu Moscou. Mais en fait, ça a juste fait des poussées de fièvre et, disons, chez nous, on s'est plaint, mais on n'a pas bougé. Donc, pour nos propres problèmes, y compris quand on a constitué une commission ad hoc, on n'a jamais pu faire bouger les lignes et c'est d'autres qui le font. En plus, je pense que même la gouvernance nouvelle qui est venue à la tête de l'Union africaine va poser plus de problèmes. Oui, docteur Agrissa, est-ce qu'il fallait s'attendre à quelque chose par rapport à la résolution du conflit libyen pendant la présidence égyptienne, puisqu'on a soupçonné Al-Sisi d'être en accointance avec Maréchal Haftar? Est-ce qu'on pouvait en même temps être président en exercice de l'UA et puis être en accointance avec un des protagonistes de la crise libyenne? C'est pas du tout normal. Ce qui pourrait être très intéressant, c'est de faire plutôt une approche à équidistance entre les différentes parties. Et là, le président égyptien, son problème, c'est qu'on ne l'a presque pas vu. Toute son année de présidence, de gouvernance de l'UA, on ne l'a presque pas vu du tout, surtout sur ce chantier-là. À la fois les chantiers libyens, mais aussi sur le Sahel. Sur les deux chantiers, il était presque absent. Et ça, c'est un peu dommage. Or, c'était lui qui, pendant un an, pouvait réunir un peu toutes les sensibilités et faire ce qu'on a envie de faire à partir de maintenant. C'est-à-dire une sorte de forum inter-libyen où toutes les parties prenantes seraient là et décider de quelque chose, mais tous ensemble. Mais tant qu'il y en a qui vont plutôt du côté de Haftar ou bien qui vont plutôt du côté d'une autre composante, mais on aura toujours quelque chose de biaisé. Il faut vraiment une approche globale qui tienne compte de tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il faudrait se désespérer de la capacité de l'UA à résoudre les crises, puisqu'on se rappelle en 2011, si on reste sur le cas libyen, l'Union africaine avait privilégié le dialogue avec Kadhafi, mais le Conseil de sécurité est venu avec sa question de zone d'exclusion aérienne. Si elle anticipe l'Union africaine, si elle joue la prévention, elle peut souvent résoudre certaines choses, même si ce n'est pas par la force, comme on devait le voir en 2011. Vous savez, l'Union africaine ne prévient pas les crises. Pour une raison simple, c'est que c'est d'abord un syndicat de chefs d'État, et les chefs d'État n'aiment pas se mêler des affaires intérieures les uns des autres. Le deuxième handicap de l'Union africaine, c'est qu'elle n'a pas d'armée. Quand on n'a pas d'armée, on ne peut pas imposer le dialogue, on ne peut pas imposer la paix. La troisième chose, c'est que l'Union africaine est manipulée par les grandes puissances. Elle n'a pas de finances. Quand Kagame a voulu instaurer cette taxe aéroportuaire aux importations, les États-Unis et autres ont brandi le poing et puis l'affaire a été abandonnée. L'Union africaine est financée par l'étranger, elle n'est pas indépendante, elle joue la politique de l'étranger. Je termine en disant que le cas libyen rappelle par beaucoup d'aspects le cas malien.
les gens préfèrent patauger dans le mensonge et l'hypocrisie plutôt que de tirer les conséquences des décisions qu'ils ont prises. Et vous avez un gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale en Libye. Mais pourquoi la communauté internationale ne se donne-t-elle pas les moyens d'imposer la force de ce gouvernement sur toute l'étendue du territoire, y compris en combattant le maréchal Haftar? On ne le fait pas, on préfère laisser ce gouvernement se débrouiller et de manière, je veux dire, nuitamment, on va pactiser avec le maréchal Haftar. D'accord. Voilà. Le militaire Alexis Kalambri semble donc être le talon d'Achille de l'Union africaine, mais d'un point de vue économique, il peut y avoir des perspectives, notamment avec la ZLEC, dont le lancement a eu lieu en juin dernier à Niamey au Niger. Non, pas du tout. La ZLEC ne va rien donner, en tout cas tant que ça va compromettre les relations bilatérales que les uns et les autres ont, soit avec la France, soit avec l'Union européenne. Parce que si vous regardez, pour revenir à, disons, à ce qui fait la faiblesse de l'Union africaine, vous revoyez un peu tout le problème que le président Konaré avait eu. Lui avait voulu parler en tant que père au chef d'État, a voulu justement, profitant de son statut d'ancien président, faire bouger les lignes. Et à la limite, jusqu'à présent, à Addis, on ne cite que les réformes qu'il a pu avoir. Et vous vous souvenez de quelles sont les difficultés depuis que ça parlait dans les chaumières jusqu'à ce que ça soit sur la place publique, parce que justement, les uns et les autres ne veulent pas être bousculés dans leur confort. Donc aujourd'hui se pose un grand défi. La ZLEC va amener le bouleversement des relations. On est en train de transformer notre zone en zone de consommation. Donc chacun individuellement commerce avec les grandes puissances et on a mis tous les instruments au niveau disons, de l'Union européenne. On a mis les instruments au niveau des accords de Lomé. Dans tous les cas, on est assez liés pour que la ZLEC ne marche pas. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment elle peut se mettre en place parce que ça va en contradiction première avec les accords de l'OMC qui stipulent que quand il y a ce qu'ils appellent au niveau de l'OMC la clause de la nation la plus favorisée. C'est-à-dire que si vous faites une faveur à tel pays, la faveur est valable pour tous les signataires des accords de l'OMC. Okay. Il faut préciser que quand on parle de Konaré, c'est pas Cheikh Oumar Konaré, c'est Alpha Oumar Konaré, bien sûr. Parce que tout à l'heure, je t'ai vu sourire. Effectivement, on a raté le tournant avec Alpha Oumar Konaré, parce qu'à l'époque, le problème était simple. Ses peurs disaient, mais lui n'est plus président, qu'est-ce qu'il a à nous imposer, pourquoi il veut nous imposer la démocratie, etc. Le problème, c'est un problème de gouvernance. C'est-à-dire que quand nos pays seront mieux gouvernés, nous aurons moins de guerre, nous serons plus unis face à l'étranger parce que les pays n'ont pas d'amis, les pays n'ont que des intérêts. Pour le cas de la Libye, il faut quand même faire remarquer que ce soit le gouvernement dirigé par la partie dirigée par le gouvernement d'union nationale ou par l'autre général dont vous parlez tout à l'heure, mais il y a une seule chose qui marche là-bas, c'est le pétrole. C'est-à-dire que les puits de pétrole sont totalement à la merci de puissances étrangères, et de ce point de vue tout le monde est d'accord. Si la Turquie essaie de s'approcher un peu, c'est pas pour ses beaux yeux, c'est pas pour nos beaux yeux, on va entendre bientôt la Turquie intéressée par le pétrole libyen, si vous voulez. Donc notre problème, c'est un problème de gouvernance. On va prendre le problème à droite, à gauche, on va à New York, on revient en Somalie. Le véritable problème, c'est un problème de gouvernance. Mais on a vraiment l'impression, c'est un peu comme si il y avait une espèce de malédiction sur le continent. Ça, c'est mon sentiment. Ce n'est pas du tout la malédiction, ce sont nos dirigeants qui ne font pas le job qu'ils doivent faire. Oui, une dernière question là-dessus, docteur Agrissa, et pourtant l'Union africaine n'est pas une enfant, elle a 20 ans, mais plus les années passent, plus on s'éloigne de certaines thématiques comme le gouvernement fédéral africain, l'intégration africaine. Est-ce qu'il faut désespérer par rapport à tout cela? Tant qu'on continuera à dire que l'Union africaine n'a pas de moyens,
on va continuer à désespérer. En fait, il y a bien des moyens. Regardez un peu ce qui s'est passé par rapport au G5 Sahel. Regardez, la CEDEAO a pris les taureaux par les cornes et elle s'est engagée donc à venir à côté du G5 Sahel. L'UEMOA, pareil. Mais on voit l'Union africaine qui est en plus un ensemble beaucoup plus grand, mais qui ne fait rien pour ça. Donc en réalité, moi particulièrement, j'ai déjà proposé au G5 Sahel, à l'Afrique en général, donc de créer une sorte de fédération autour des pays du Sahel, et dans laquelle justement figureraient ces pays du Sahel. Mais regardez, bon, cette proposition, je l'ai faite au G5 Sahel, mais il n'y a personne qui bouge. Et donc le problème, ces grands ensembles dont il parle, les fédérations et autres, l'Union africaine pour l'instant, elle est très loin de ça. Il faut vraiment que d'un point de vue gouvernance, ça change, d'un point de vue bonne gouvernance en général, ça change au niveau de l'Union africaine, et qu'on arrête de dire qu'elle n'a pas les moyens. Si la CEDEAO a des moyens, comment se fait-il que l'Union africaine, dans sa globalité, n'ait pas de moyens? Deuxième thème de ce débat du dimanche. Oui, très rapidement, 30 secondes, maître. Juste pour dire, pour demander qui va se fédérer avec des États qui s'effondrent sous le fléau terroriste. D'accord. Deuxième thème donc de ce débat du dimanche, référendum en Guinée le 1er mars prochain. Il sera couplé avec les législatives. L'annonce a été faite cette semaine par la présidence guinéenne. Une question qui divise. Notre correspondant à Conakry, Malik Diakité, a approché des politiques qui sont de la mouvance présidentielle. Nous les écoutons. Les élections référendaires, ça importe à tous les peuples de Guinée. Ce peuple de Guinée est souverain et ce peuple est libre de venir voter oui ou de voter non. Et c'est libre aussi de ne pas venir voter. Et nous sommes un parti politique républicain qui respecte les lois de la République. Et par conséquent, s'il y a un couplage et nous y allons, ceux qui sont opposés, c'est bien leur droit. Ils peuvent mobiliser leurs militants pour voter pour le non. Cela n'amène pas, ou cela ne leur donne pas le droit que les gens sortent dans la rue pour faire la violence. Malik Diakité a également approché le Front pour la défense de la Constitution, le FNDC, qui pense plutôt qu'il s'agit là d'un coup d'État constitutionnel. Monsieur Sano, que nous écoutons. Nous prenons acte de la détermination du président Alpha Condé d'aller jusqu'au bout de sa logique pour faire aboutir son coup d'État en Guinée et se maintenir au pouvoir à vie. Ce que cela nous inspire, c'est qu'il faut que ce soit su que le peuple de Guinée ne veut pas d'une présidence à vie, le peuple de Guinée ne veut plus de dictature dans ce pays, et le peuple de Guinée veut un climat apaisé, un pays où la culture politique repose sur les principes démocratiques. Le peuple veut un état de droit et c'est ce que le FNDC est en train aujourd'hui de défendre. Nous aussi, de ce côté-là, du côté du peuple, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de notre logique pour que nul ne vienne désormais prendre le pouvoir d'État en otage pour des intérêts personnels. Voilà, nous aussi, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de notre logique. L'opposition Dixit et également la majorité qui veut également aller jusqu'au bout de la logique. Docteur Agrissa, on est dans un dialogue dessous des positions non conciliables en fait. Et oui, c'est très difficile en Guinée. Hein. C'est-à-dire que vous voyez un peu l'opposition qui... Et ça ne fait pas la première fois. Hein. À plusieurs reprises, cette élection législative a été reportée. Et il est temps peut-être que les Guinéens s'entendent sur un minimum. Mais on constate quand même que ce que veut faire la majorité, changer la constitution pour pouvoir briguer un autre mandat, mais on constate que c'est quand même ce qui avait été fait dans les années 91, voilà, où à l'époque c'était Conté qui était le président, voilà, et le président actuel était dans l'opposition. Et de l'autre côté, Conté, il a changé la constitution pour pouvoir briguer un autre mandat. Et on constate qu'il y a eu une contagion. Et on constate qu'aujourd'hui, c'est de l'autre côté que la contagion est en train d'opérer. Donc vraiment,
regardez comment ça se passe. Il y a 10 ans, 15 ans, la même chose s'est déroulée et maintenant on constate encore qu'on revient sur le même point. Mais quand même, disons ceci, l'opposition au niveau de la Guinée est une position qui est quand même assez difficile. Ça, il faut le reconnaître, c'est difficile, très difficile à concilier. C'est-à-dire que ce pas des gens qui veulent avancer facilement. Sinon, le président Condé avait, à un moment donné, il croyait, à mon avis, il croyait qu'il allait changer la Constitution de façon très facile sans le peuple. Et maintenant, aujourd'hui, il est forcé de mettre cette Constitution donc, au référendum. Ça veut dire que les lignes ont déjà bougé. Et si on l'accompagne dans ce sens en disant on y va aux élections, il faut maintenant que l'opposition, tout simplement, avec le gouvernement, essaie d'avancer ensemble pour aller vers ces élections. Oui, que l'opposition aille avec le gouvernement, c'est ce que pense Agrissa. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Le président Condé tente un passage en force. Vous avez vu que les scénarios ont changé à plusieurs reprises. Vous avez vu que au-delà de l'opposition, les milieux intellectuels guinéens ont souvent écrit pour dénoncer ce qu'il y a derrière cette volonté justement de réviser la Constitution. Vous avez vu au niveau de la communauté africaine un peu tous les chefs d'État de façon officielle ou officieuse ont rencontré le président pour l'en dissuader. Vous avez vu les multiples manifestations. Et c'est à la limite, c'est là où on peut lui en vouloir. Parce que en tant que démocrate, vous savez, il y a deux parlements. Le premier, ce qu'on appelle le Parlement debout, c'est justement ces manifestants qui sont sortis à plusieurs reprises, malgré qu'il y a eu mort d'hommes, qui sont sortis plusieurs fois pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour un référendum. Et malgré tout, qu'un démocrate comme lui, après ce qu'il a fait comme combat, en arrive là, il y a vraiment de quoi s'interroger. Oui, maître, vous avez écouté différentes positions, c'est des points de vue assez tranchés, quoi. Non, ils ne vont jamais s'entendre. C'est une bataille pour les postes. Vous savez, la Guinée a une tradition de dictature. Sékou Touré, malgré tous ses mérites, était un dictateur et il est mort au pouvoir. Lassana Conté était un dictateur, il est mort au pouvoir. Donc Alpha Condé veut lui aussi mourir au pouvoir. On a pensé que c'était un grand démocrate, mais il utilise les habits de la démocratie et de la légalité pour chercher à mourir au pouvoir. Et tout ça nous conduira bien entendu à des confrontations sanglantes et dont la Guinée a le secret. D'autant que son armée n'a jamais été formée au maintien d'ordre, mais plutôt à la mort, à la tuerie. Et c'est dommage, mais c'est à ça qu'on va assister de manière permanente. Et si demain, Cellou Dalein Diallo avait le pouvoir, ce serait la même chose. Parce que Cellou Dalein Diallo représente les peuples qui constituent l'ethnie majoritaire en Guinée. Lui aussi va chercher à mourir au pouvoir. Donc moi je ne prends pas parti, je constate tout simplement que la démocratie ne fait pas de vieux os en Guinée. Elle ne s'est jamais enracinée en Guinée. C'est la dictature. Ça va créer un problème avant, pendant et après le référendum, après les élections. Ils ont le pouvoir quand même avancé un peu masqué, parce qu'au début c'était les législatives. Donc en fait, dans l'imagerie de son schématisme politique ou stratégique, il voulait coupler déjà les législatives, le référendum aux législatives. L'opposition a dit à un moment, d'abord puisque c'était les législatives, nous n'allons pas à ces législatives. Donc un peu comme si l'opposition guinéenne sentait un peu le vent venir. Tout ça, quand on fait un référendum, c'est une fête. Il y a quelque chose que je gardais ici au Mali, et ça m'impressionne toujours, c'était vers la fin de Alpha Konaré, pas Cheikh Oumar Konaré. Il voulait faire un référendum. Alpha Oumar Konaré, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était populaire, on avait besoin de ce référendum. Et puis, il y avait une contestation à la fin. Il a fait l'un de ses plus grands discours en disant « je m'en vais parce qu'il n'y a pas de consensus, j'abandonne le référendum, mais que vous le voyez ou pas, tôt ou tard, il va falloir faire un référendum ». Quand
le pays est divisé, quand ceux qui sont à la tête d'un pays sentent que les populations sont divisées, et malheureusement dans votre reportage on n'a pas entendu les populations, on a entendu les dirigeants, les politiques, peut-être que ça va suivre, il faut faire attention. Un référendum doit être une fête populaire. Si on veut réviser la Constitution, parce qu'il y a des tas, et effectivement dans la Constitution guinéenne, comme dans toutes les constitutions, il faut évoluer, mais il faut que ce soit une fête populaire et non une guéguerre entre une partie de la population et une autre. Oui, Agrissa, le scrutin c'est le 1er mars. Est-ce que vous pensez que d'ici là, ce sera possible de concilier les différentes positions? D'ici là, c'est difficile de concilier les positions, mais il faut quand même qu'on fasse un peu attention. Le président Condé, je ne le soutiens pas du tout parce qu'il a fait énormément de choses qui ne sont pas du tout normales. Mais là où ce que je soutiens, c'est plutôt comment faire pour concilier le peuple. C'est-à-dire comment faire pour aller à des élections. Le référendum est de toute façon à un moment donné indispensable. Seulement, il faut une constitution qui tienne la route. Voilà. Même en fin de mandat, voilà, même en fin de mandat, il aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Il ne l'a pas fait. C'est une grosse erreur de sa part. Pour lui, il disait qu'il y a des urgences qui sont d'un niveau beaucoup plus élevé que la révision de la Constitution. C'est pourquoi il ne l'a pas fait. Ça, c'est son justificatif. Mais moi, ce n'est pas ça qui est mon problème. Mon problème est que vous avez deux tendances qui s'opposent, qui ne veulent pas du tout se rencontrer. La révision de la Constitution, il suffit tout simplement d'élaguer les éléments où il y a beaucoup d'incompatibilité entre les deux camps. Peut-être qu'ils arriveront à une sorte de révision à minima qui va réunir le peuple et qui va faire qu'on avance. Okay. Et c'est pas la guerre. Cette guerre-là, elle est impitoyable. Il ne faut pas qu'on laisse Serrou venir encore et recommencer la même chose comme il disait. Donc je pense vraiment qu'il faut qu'on arrive à concilier les deux bords, les deux côtés, ce qui est pratiquement très difficile, mais avec un effort des uns et des autres, ils arriveront à élaguer ce qui ne va pas et aller vers une constitution peut-être qui peut unir. Alexis Calamero, on sait que l'opposition, sa posture, c'est de boycotter. Est-ce que c'est la bonne stratégie, la politique, la chaise vide? Non, à ce stade, l'opposition n'a pas de choix, parce que on connaît les élections sous nos tropiques. On sait dans tous les cas que si ça prospère, ça va donner ce que le président veut. Et avec disons, si l'opposition participe, ce serait des résultats adoubés par l'opposition. Mais ce qui rend, disons, ce qui légitime leur posture, la posture de l'opposition dans le cas guinéen, c'est deux choses. Premièrement, on peut réviser à tout moment, y compris au deuxième mandat, en affirmant clairement dès le départ qu'on ne va pas briguer un second mandat, ce qu'il n'a pas fait. Deuxièmement, les récriminations, c'est par rapport au contenu même de ce projet-là que beaucoup pensent que c'est taillé sur mesure. Je pense que, à la limite, quand on révise une constitution, on doit pouvoir faire un document qui résiste au temps, qui ne prend pas en compte, disons, les volontés d'une seule personne, mais qui soit capable de résister au temps et de gérer les problèmes futurs. Donc, ces aspects manquants, et dans le projet de constitution et dans la position même du président sortant, les gens sont vraiment fondés à douter de sa bonne foi. Écoutez rapidement, nous sommes à moins d'un mois d'un double scrutin, mais on n'a pas encore vu le texte. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il faut vulgariser le texte, il faut l'expliquer, qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est quand même un peu assez particulier ce qui se passe. Ça fait longtemps, c'est mieux comme ça d'ailleurs. En fait, tout le problème tourne autour d'une seule question. Alpha Condé révise-t-il la Constitution pour briguer un nouveau mandat? Voilà toute la question. Et il refuse de dire qu'il ne briguera pas un nouveau mandat. Donc ce n'est pas la révision de la Constitution en tant que telle qui pose problème, mais le nouveau mandat de Alpha Condé. Oui, la deuxième chose, c'est que j'ai toujours pensé qu'il n'était pas bon de maintenir, de pratiquer la démocratie telle qu'on est en train de la pratiquer sous nos tropiques.
l'opposition est acculée, l'opposition est poussée dans ses derniers retranchements, et du point de vue électoral et du point de vue financier. C'est pourquoi je suis partisan d'un système de consensus politique qui a été pratiqué avec succès sous le magistère du président ATT. Qui vous a dit ça avec succès? Avec succès. Non. Avec succès. ATT, c'est notre avec pire succès. On n'a pas l'ombre d'une grève. Pas l'ombre d'une dissension. Tout allait sous des roulettes. Et je crois que même l'Allemagne s'est reconvertie à ce système-là. Il faut que l'on apprivoise la démocratie, qu'on fasse en sorte que l'opposition ne se sente pas exclue, ce qui la pousse justement à toutes ces contestations. 30 secondes avant le dernier terme. Ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement que les différents camps trouvent quelque chose où ils vont se rencontrer et agir ensemble. C'est vraiment indispensable, sinon on va tourner encore en rond des années et des années sans trouver un compromis. Ces compromis sont complètement indispensables. Quand même, j'ai remarqué quelque chose. Le président Condé, pour réviser cette constitution, il a fait un document. Et ce document-là, il l'a partagé à toutes les ambassades. Voilà, pour qu'ils en parlent. Mais partout. Elles ne vont pas voter, les ambassades. Bon, je sais, mais bon, les ambassades, même à l'intérieur du pays, il a quand même fait cet effort. C'est-à-dire qu'il y a un document qui explique tout le contenu de la nouvelle constitution. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que c'est une révision nouvelle de la constitution. Ce n'est pas du tout une mise à jour. Et c'est là que tout le monde sait que si c'est une nouvelle constitution, c'est qu'il a envie de briguer un autre mandat. Parce que justement, on va aller vers de nouvelles institutions, donc il faut faire attention. Donc, autre thème de ce débat du dimanche, l'armée malienne à Kidal, on en parlait la semaine dernière. Ce sera finalement ce 10 février, selon des sources concordantes, mais un retour endeuillé par l'assassinat du chef d'état-major du MAA, Alexis Kalambri. Oui, c'est bon, à l'état actuel et en entendant des revendications par rapport à cet assassinat, on peut soupçonner ou lire dans plusieurs sens. Mais par rapport au retour de l'armée, je pense que ça va régler un problème fondamental qui est une préoccupation toujours exprimée de Maître Konaré. C'est vrai qu'on a connu des difficultés, comme je le disais la semaine dernière, au sein de l'armée même pour le retour, mais tout semble calé pour ce lundi-là. Oui, est-ce que l'assassinat du chef d'état-major du MAA va impacter qui l'a assassiné, est-ce que ça va l'impacter de quelle manière? Parce que oui, c'était quelqu'un qui était quand même marqué au niveau des Nations Unies. Il y a beaucoup d'interrogations et de pistes à prospecter à ce niveau-là. Maître Konaré. Je vais vous donner une indication par rapport à l'assassinat du général, il allait être général Oudouda. Cet homme-là était la bête noire de la SEMA. C'est lui qui empêchait la SEMA d'engloutir ce qui reste du Gadja. Il était très indépendant, un combattant très aguerri, qui avait des parrains autres que les traditionnels parrains que l'on connaît aux groupes armés du Nord. Lui, il travaillait plutôt avec le Polisario. Alors, Oudouda, son assassinat profite largement à la SEMA. Je n'accuse pas la SEMA, mais son assassinat profite outrageusement à ce conglomérat séparato-terroriste. Alors, vous parlez de... la SEMA n'avait aucune envie, n'est-ce pas, de recevoir cet homme-là à Kidal. C'est même lui qui a chassé le MNLA de Gao en 2012, lors de l'occupation de cette ville par les hordes séparato-djihadistes. Alors, sa mort profite à la SEMA, je vous le disais, mais sa mort traduit toute la problématique de la propagande qui entoure le retour de l'armée à Kidal. L'armée va aller à Kidal, c'est pour être cantonnée. Nos soldats ne pourront même pas aller chercher un paquet de cigarettes au marché. Docteur Rissa. Il y a un véritable problème, parce que, comme je le disais la semaine dernière,
le gros problème pour l'entrée à Kidal, c'est la sécurité. Sécurité de l'armée reconstituée elle-même. Voilà, et là, vous voyez, il y a tout de suite, il y a un chef d'état-major qui est assassiné. Donc ça veut dire qu'au niveau de la plateforme et de la SEMA, il n'y a pas une entente. Et il faut que cette entente soit réelle. Si elle n'est pas réelle, comment voulez-vous que l'armée reconstituée derrière ait une sécurité suffisante? Ça veut dire qu'à tout moment, il y aura des trous de sécurité qui viendront soit du côté de la plateforme, soit du côté donc, de la SEMA. Donc une entente est indispensable entre les différents éléments qui constituent cette armée reconstituée. J'avais dit de faire beaucoup attention, parce que les terroristes, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment de faire le grand coup. Le grand coup, c'est d'éliminer une partie, voire toute cette armée reconstituée. Ça, c'est le grand coup. Et donc, si toutefois nos partenaires, Barkhane, la MINUSMA, le G5 Sahel, le UTM, si nos partenaires n'aident pas assez ce retour pour que ce retour soit effectif et se passe dans de bonnes conditions, nous aurons plus que l'assassinat d'une personne. Donc ça, c'est très très grave. Il faut vraiment qu'il y ait... Moi, j'avais proposé à un moment une structure type sécuritaire. C'est-à-dire que les enfants qu'on envoie à Kidal, tout comme dans les autres régions, mais il doit avoir une sécurité autour de cette armée reconstituée elle-même. Les FAMA qui seraient au-dessus, donc pour sécuriser donc, cette couronne. Et une troisième couronne en haut, c'est la MINUSMA. Et le quatrième couronne, ça va être justement Barkhane qui viendra aider pour une sécurisation complète. Si on ne fait pas cette sécurité, les bunkers qui, paraît-il, ont retardé ce retour à Kidal, mais ils ne serviront à rien. D'accord. Ok, Servanel, sur la question. Il faut faire attention à l'itinéraire de Euro. On peut pas forcément, il ne faut pas déduire, il ne faut pas de déduction tout de suite en disant c'est tel qui l'a tué, ça peut être beaucoup plus compliqué. D'abord parce que c'est un ancien du Moujao, mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, qui contrôlait à l'époque Gao, avec bien sûr les djihadistes. Et donc on ne peut pas dire qu'il a tué, qu'il n'a pas tué. Il faut être extrêmement prudent à cause de ce qu'on appelle la technique du billard à trois bandes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui posent un acte pour attribuer la paternité de l'acte à quelqu'un d'autre pour que ça prenne feu. Bon, j'espère que ça ne va pas empêcher le déroulement normal des choses et que demain, en principe, l'armée malienne, sur 4 jours, par route, va regagner Kidal. Ce qui, moi, me frappe dans ce retour à Kidal, et je pense, j'ai discuté avec des militaires maliens, là, une partie de la hiérarchie, l'armée va être autonome, il y a eu ce problème de véhicule, je crois, qui est finalement réglé, un effort financier important du gouvernement, mais de l'autre côté, ce sont les partenaires du Mali, les casques bleus, la Barkhane, qui ont déployé d'énormes efforts pour que ça arrive. C'est-à-dire les vivres de l'armée malienne, le ravitaillement, j'ai vu des détails tout à fait impressionnants. Maintenant, le retour de l'armée, c'est d'abord une photo. Après, vous allez avoir les services de base, c'est un processus, je dis que c'est une bonne chose que ce processus-là. Oui, ça avance, le retour de l'armée à Kidal, mais on a l'impression également, Alexis Kalambri, à chaque fois qu'il y a des avancées de ce type, par ailleurs, il y a également des reculs. Par exemple, il y a une recrudescence d'assassinats ciblés, par exemple, dans la région de Gao, Tombouctou. Oui. Le chef de la BNDA Gao, et puis un autre qui a été assassiné devant ses enfants. Vous avez des gens qui voudraient qu'on garde le statu quo, vous avez, quand il y a des situations comme ça, se développe une économie de guerre et des gens qui vivent très bien de la situation actuelle et qui feront tout pour qu'il n'y ait pas de changement. Vous avez cette première catégorie de personnes qui va faire en sorte que ça n'évolue pas. Vous avez également tous ceux qui ont tenu aux populations un autre discours et qui voient que finalement on revient de plus en plus à la normale et à la limite qui sont obligés d'agir pour faire en sorte que la situation demeure. Mais en tout état de cause, comme disait Serge tout de suite, c'est un début. Je pense que le rôle de l'armée, c'est de sécuriser avec nos partenaires. Donc si l'armée arrive, qu'elle s'installe, qu'avec toute la pédagogie que le gouvernement est en train de mettre en place pour accompagner, disons,
la présence, accompagner et faire accepter des populations. Après, on verra le retour de tous les services et le retour à la normale. Je pense que le Premier ministre même planifie un voyage dès que l'armée sera installée. Ça va certainement faciliter les choses. Oui, Maître Konaré, on dit que les grosses déceptions viennent à la suite de grandes attentes. Est-ce que l'attente par rapport à Kidal n'est pas tellement grande qu'on peut penser que ça va résoudre tous les problèmes, que ça va résoudre les problèmes au niveau de la localité de Nyono, par exemple? Même ce matin, il y a eu des attaques là-bas. Est-ce que le retour de l'armée à Kidal pourrait empêcher ces attaques répétitives dans la région de Mopti, dans la région de Ségou, par exemple? Vous savez, Tangara, vous ne pouvez jamais résoudre un problème national en commettant deux fautes. La première faute consiste à développer des théories et des tonnes de théories compliquées. La deuxième chose consiste à refuser de regarder la réalité. Notre problème est très simple. Aujourd'hui, vous avez un groupe armé principal, la SEMA. On n'a qu'à la désarmer. Si on veut la paix, on la désarme. Si elle craint des attaques, elle peut être gardée par un cordon constitué de l'amunissement et de Barkhane. Tous les autres groupes armés doivent être désarmés. C'est un peu le parallèle que je fais avec le cas libyen. La communauté internationale reconnaît un gouvernement d'union nationale, mais pourquoi ne pas s'allier pour désarmer le maréchal Haftar? Mais tant que la SEMA continue de faire sa loi dans tout le Nord, comment voulez-vous sécuriser le Nord? Ce n'est pas possible. Donc tout le reste là, c'est de la littérature. Une armée n'est pas faite pour aller prendre des photos à Kidal. Une armée est faite pour aller occuper Kidal et sécuriser la ville pour le compte d'un État. Est-ce que c'est ça qui va se faire? Le désarmement de la SEMA auquel Maître fait allusion, il pourrait être effectif avec ce retour de l'armée à Kidal, non? Je pense que Maître oublie quelque chose qui avait été négocié depuis Alger. L'accord de paix a été négocié parce que justement les groupes armés ont dit nous avons nos armes et on ne se séparera de ces armes que si on nous donne une garantie comme quoi effectivement demain on sera dans les forces de défense et sécurité où on aura un projet sur lequel nous allons travailler. Donc le groupe armé ont dit ça. Donc ils ont refusé parce que c'était la première des choses qu'on a demandé depuis Ouaga, que l'on enlève les armes, qu'on fasse tout pour les désarmer, mais ils ont complètement refusé parce qu'ils demandent des garanties. Donc voilà ce qui se passe. C'est ces garanties-là qui font qu'ils ont fait un DDR graduel. Vous avez vu, il y a 1330 ex-rebelles, ex-mouvements d'autodéfense qui ont été formés et qui vont être répartis entre les régions. Et après, maintenant, c'est pas fini. Il y a 73 000 quand même au total. 73 000 enregistrés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens attendent ce désarmement graduel. Et d'abord, deuxième chose aussi, on ne le dit jamais assez, on n'a pas d'argent pour faire un désarmement de tout le monde tout de suite. Cet argent n'existe pas. Il est où l'argent? Je voulais dire deux choses rapidement. Sur les violences, c'est vrai, il y a eu 4 en 2 jours dans la région de Gao. Il y a eu quand même 5 assassinats ciblés, vraiment ciblés. Ça, c'est très important. Je suis de plus en plus persuadé qu'il y a un lien entre le centre et le nord. Il y a une trêve qui a été rompue par Koufa, qui avait été obtenue grâce à des dynamiques locales. Je pense que la trêve a été rompue. Vous voyez, il y a ce que disent les experts, la possibilité qu'il y ait une création d'un nouveau groupe terroriste vers Nampala. El Nampala, on l'appelle. Je pense qu'il y a ça aussi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je fais partie de ceux qui pensent que, même de manière infinitésimale, le retour de l'armée malienne à Kidal va contribuer à quelque chose. C'est l'accord de paix d'Alger. Soit on est dans l'accord, ou on n'est pas dans l'accord. Au dialogue inclusif, national inclusif, il a été dit, oui, nous sommes d'accord pour revoir l'accord. Si on revoit l'accord et qu'on supprime l'accord, là d'accord.
Mais en ce moment-là, il faut prendre ses responsabilités. Sinon, jusque-là, nous sommes dans l'accord de paix d'Alger. Et je suis désolé, c'est l'accord de paix d'Alger qui le dit. Moi, l'accord de paix d'Alger, pour moi, c'est pas mon fétiche, c'est pas ma Bible. Mais c'est l'accord qu'on est en train d'appliquer. Et je le disais tout à l'heure, même de manière infinitésimale, je suis persuadé que ça va donner quelque chose. Oui, il y a deux choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour voir au moins une lueur d'espoir. C'est d'abord cette grande capacité de résilience dont font montre les populations et la volonté à la limite des populations de ne pas se laisser abattre. Je n'en veux pour preuve que le festival sur le Niger, vous y étiez, vous avez vu comment, malgré tout ce qu'on annonçait sur les réseaux comme menace d'attaque sur le festival, comment il y avait l'engouement, comment les gens sont sortis et comment il y avait du monde. Donc, franchement, les gens sont à un niveau où ils disent il faut qu'on dépasse ça. Je pense que c'est ce mouvement qu'il faut accompagner. Exactement. Pour parler du festival sur le Niger, l'image, c'est ce jeune musicien originaire de Kidal, Amanar de Kidal, sous ses doigtés, la jeunesse de Ségou de Bamako, qui a dansé donc au rythme de ce jeune de Kidal. La preuve qu'il n'y a pas de différence entre jeunesse malienne et puis celle de Kidal. Dernier thème de ce débat du dimanche, on parlait d'une date le 10 février, retour de l'armée à Kidal. Également une autre, 29 mars, les législatives au Mali avec cette image de Freddy Matara Silla. On voit un duo qui ressemble au président du RPM et de l'URD qui, semble-t-il, sont en train de danser avec un ticket RPM URD. Docteur Agrissa, est-ce que selon vous, ça peut symboliser cette image, les différentes coalitions, les différentes listes auxquelles on assiste dans la perspective de ces législatives? Bon, ça ne symbolisera pas tout, mais quand même, c'est un des points importants, parce que c'est presque les grands groupes, les grands partis qui sont en train de créer ce type d'alliance, donc les grands partis. Mais attention, il y a quand même des moyens qui sont là, qui tournent autour et qui vont faire quelque chose. Le CODEM va faire quelque chose, l'ADP va aussi faire quelque chose, et donc ils vont aussi créer des alliances. Donc on aura plusieurs niveaux en fait. Au niveau le plus haut, RPM, effectivement, l'IRD, d'accord, avec mais aussi l'ADEMA aussi, au niveau le plus haut. Mais il y a un niveau qui est juste en dessous, c'est les autres, c'est-à-dire CODEM, c'est-à-dire ADP. Et puis, troisième niveau encore plus bas, on trouvera les autres, donc les ELEMA, les ASMA, voilà. D'accord. Donc je pense que ça va être un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que ce n'est que deux formations qui vont tout prendre. D'accord. Si on se réfère aux commentaires sur les réseaux sociaux, Alexis, elle n'est pas très populaire, cette alliance ADEMA, RPM, IRD. Non, de tout temps, on a dénoncé. Et personnellement, je suis fondamentalement contre. Vous avez des partis qui ont des orientations différentes, qui ont des idéologies différentes, qui ne devraient jamais se retrouver sur une même liste. Alors, à la limite, bon, c'est vrai, on leur jette la pierre, mais je pense que le premier responsable est le mode de scrutin. Je pense qu'il nous faut changer de mode d'élection des députés, de sorte que ça soit plus démocratique, et certainement que chacun tente sa chance plutôt que... Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, si vous prenez une circonscription, lui, il se dit, je suis plus populaire ici, tel parti est plus ancré ici, si on se met ensemble, on va gagner. Alors, si on faisait un mode de scrutin à la proportionnelle, chacun va aller sur sa liste en espérant grappiller le plus grand nombre. Oui, mais les gens se plaignent, mais peut-être la solution au niveau de la liste électorale, puisque le RPM et l'URD étaient à couteau tiré, par exemple, lors du deuxième tour de la présidentielle, et le peuple, le citoyen ne peut pas comprendre qu'il se retrouve pour les législatives. Quand même. Ça confirme ce que je vous ai dit tantôt. La démocratie à l'occidental ne peut pas marcher en Afrique. En Afrique, les partis n'ont pas d'idéologie. Il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche. Tout le monde cherche à manger, c'est tout. Donc, quelque part, la seule vertu que je vois dans ces listes communes opposition-majorité,
c'est que ça va fournir une soupape de sécurité à la nation, en ce sens que l'opposition ne va pas totalement sombrer. N'ayant rien eu à la présidentielle, elle va enfin avoir des députés, garder les 500 millions alloués au chef de file de l'opposition et puis se taire. Voilà, je ne suis pas de ton avis. Parce que ça va amener un partage du gâteau qui n'a pas été possible à la présidentielle. Si la majorité accepte d'aller avec l'opposition, c'est parce que la majorité, c'est qu'elle ne peut pas gagner seule aussi. Donc c'est valable dans les deux camps. Je suis contre ces dynamiques où on veut que dans un pays, on va ensemble aux élections alors que tu es de l'opposition, je suis de la majorité et chacun prend... L'Assemblée nationale actuelle est essoufflée. C'est une bonne chose qu'il y ait ces élections. On ne pouvait plus tenir. On va avoir une nouvelle Assemblée. On va savoir donc qui aura la majorité, mais ensuite qu'on fait les représentants du peuple avec l'argent du peuple, parce qu'on est en pleine lutte contre la corruption, c'est tout à fait normal qu'on contrôle l'Assemblée nationale. Comment ils ont géré cette Assemblée, Alexis me disait qu'elle était très bien gérée, on verra si c'est vrai. C'est une bonne chose. Et puis, allons de l'avant. Mais le problème, c'est que tout à l'heure, c'était important parce qu'il y a des individualités. Vous avez parlé de l'ASMA, le parti du Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga. Ce qui se dit, c'est que personne ne veut faire d'alliance avec ce parti sur les listes. Il faut confirmer cela. Mais on a vu tout à l'heure le président de la majorité, pas de la majorité, d'une aile de la majorité, M. Tereta, le président du parti majoritaire. Il est candidat où? Je pense que lui, il avait quelques problèmes aussi. Et si ça se confirme qu'il ne peut pas être candidat quelque part, logiquement, il doit arrêter d'être le président de la majorité, parce que le président de la majorité qui ne peut pas être candidat quelque part pour se soumettre à la volonté populaire, ça crée quand même des problèmes. Ok. Quand on écoute les directeurs de ces partis, Dr Agrissa, ils disent que c'est la base qui décide. Hein. Souvent, ce sont des choix qui sont faits au détriment de la direction. On fait décider la base. Parce que on fait décider la base. Tangara, je vous trouve gentil avec eux pour une fois. Ok, d'accord, oui. Oui, il faut quand même avoir une sorte d'ancrage à la base. Et c'est ça le problème de Tereta, c'est qu'il ne l'a pas. Le grand problème de Tereta, voilà. Bon, donc le grand problème de Tereta, c'est qu'il n'a pas de base. Ben, il est allé à Tenenkou, à un endroit où il pouvait peut-être avoir, déjà de la commune 5, il est allé à Tenenkou. Mais il y a deux qui là-bas. Voilà, il y en a un qui est là, et puis il y a Amadou Sissé. Qui sont de partis différents. Mais voilà, et donc du coup, Nyong n'a pas voulu céder sa place. Et la population, l'Assemblée élective a choisi Nyong. Et donc, du coup, bien sûr, on se retrouve avec Tereta qui n'a pas de point de chute. Ensuite, après, il y a peut-être le Massina, etc., etc. Donc, c'est quand même un peu embêtant de voir un grand chef de parti, effectivement, qui est en train de virevoter. Okay. Il virevote, Maître, d'un endroit à l'autre. Il y a beaucoup de jeunes candidatures. Hein, et dans cette dynamique-là, on a l'impression qu'elles veulent, ces candidatures, en découdre avec l'ordre préétabli. Est-ce qu'ils pourront changer l'ordre au niveau du Parlement, ces jeunes candidatures? Pourquoi pas, mais ce qui ne changera pas, c'est la configuration des forces partisanes. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir le RPM, donc avec le soutien de l'État à garder la majorité. Vous aurez ensuite l'ADEMA, l'éternelle mangeuse, donc qui a fait tous les pouvoirs, et ensuite viendra l'URD avec qui fait d'ailleurs une très bonne affaire en s'alliant avec les partis de la mouvance présidentielle. Elle ne pourra plus parler de fraude. C'est-à-dire que la fraude en ce moment va jouer en faveur de toutes les listes communes. Et puis viendront les autres. Donc vous ne parlez pas de Codem, Asma, Yelema. Il y a deux choses qui peuvent être des motifs de se réjouir. Les listes sont constituées de gens qui sont vraiment valables et qui, s'ils arrivent à l'Assemblée, vont donner une nouvelle configuration. Ensuite, je pense qu'à ce stade, on ne peut vraiment pas préjuger de ce que sera l'Assemblée. Parce que vous le disiez tout de suite, vous avez des petits partis
qui ont su trouver quand même à la base des personnes représentatives qui peuvent faire bouger les choses. N'oublions pas que c'est quand même aussi une élection de proximité. Très rapidement, le ministre de l'administration territoriale, ça peut être l'homme des élections, parce que ce soit de l'opposition, de la majorité, des candidats que je rencontre, trouvent qu'il fait le job et que le gouvernement fait le job. Ok, ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche. 21h politique, le débat qui va approfondir cette thématique avec Robert Dissa qui reçoit Mamadou Araba Doumbia de Sadi, Omar Diawara Bati, ancien député, avec donc Robert Dissa. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos invités étaient M. Chakbar Konari Avocat, Alexis Calabri de Mali Tribune, Dr Anasser Agrissa, expertique, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain, Inch'Allah.